je me suis posé une question. Je viens de la campagne. Et mes trucs, normalement, c'est plus les prairies, les forêts, les lacs. Mais j'aime aller à la plage. J'aime trouver des trésors. Contempler les dunes. Voir les gens marcher. J'aime le calme des marées basses. Comme j'aime voir les vagues heurter les rochers. J'aime les différents paysages. Du ciel gris et menaçant au petit coin de paradis. Mais ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les fonds marins. J'aime m'imaginer des monstres cachés, des trésors dissimulés, des civilisations disparues. Et il y a un mythe qui ne cesse de me faire rêver, celui de la fameuse cité perdue. Et pour espérer la trouver, il faut s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan, se perdre dans les abysses. Bonjour à tous, c'est Bryce Comics. Alors, on se retrouve dans une ambiance un peu ASMR pour la simple et bonne raison que là j'enregistre et qui doit être dans les 1h30, 1h45 du matin. Donc voilà. Le thème du jour, c'est comment faire passer un message. Comme je t'ai dit dans l'intro, j'adore l'Atlantide. Quand j'étais petit, mon kiff c'était de m'imaginer des civilisations perdues à la sagesse infinie. Oui, j'adorais la bibliothèque d'Alexandrie. Et mon kiff c'était de retrouver la bibliothèque d'Alexandrie pour pouvoir avoir accès au savoir perdu. Autant dire que on est resté plus sous longtemps. Hein. Et mes premiers contacts avec l'Atlantide ont sans doute été grâce à Disney avec le dessin animé L'Atlantide, l'Empire perdu. Bon, plus tard, ça sera avec quelque chose de beaucoup plus noble, ça sera bien évidemment avec Stargate Atlantis. Stargate Atlantis, où on retrouve Jason Momoa. Donc, c'est un spin-off de Stargate SG1 qui est pour moi la meilleure série du monde. Justement parce qu'elle arrive à mélanger ce côté science-fiction et en même temps ce côté mythologique. Moi qui m'a toujours fait rêver, que ce soit depuis le film, même les 10 saisons, même les 2 dernières saisons, j'embarque, ouais, c'est cool, ça le fait, ça raconte quelque chose, il y a toute une histoire, on développe un univers, c'est magnifique. C'est magnifique, Stargate, putain. Évidemment, j'adorais le peuple des anciens, que Daniel Jackson passe son temps à chercher, avant de le trouver et de devenir l'un d'eux, tu vois. Et vraiment, j'aime cette idée de peuple antérieur à l'humanité, mais qui possède un savoir, une sagesse incommensurable, qui ne peut être compté. Pour la petite anecdote, je kiffais tellement le côté fouille archéologique interstellaire que ça m'a suivi jusque ma première année de fac, où j'ai fait histoire de l'art et archéologie, avant de me rendre compte que je préférais les histoires fictives aux histoires réelles. Donc en gros, je préférais la fiction à la réalité, ce qui est quand même un peu triste. Mais mine de rien, même si je sais que c'est pas possible, j'aime m'imaginer que l'Atlantide est là, quelque part, prête à nous dévoiler ses secrets. Mais quelles sont donc les origines de l'Atlantide? Donc c'est Platon qui a créé l'Atlantide dans ses dialogues Tiné et Critias que tu peux lire sur Wikisource. L'Atlantide a été créée par Poséidon, ce dernier place ses enfants au pouvoir, parce qu'il ne faut pas déconner non plus.
Le premier roi est donc un dénommé Atlas, fils qu'il eut avec une mortelle Clito. L'Atlantide comportait 10 royaumes et non pas 7, comme dans Aquaman, si tu as bien suivi. Elle se situait au-delà des colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est l'actuel détroit de Gibraltar, mon jeune ami. Et serait une île aux immenses richesses et aux habitants coulax, genre petit paradis sur Terre. Bon là tu t'imagines des mecs, des gonzesses plutôt bien foutues, torse poil, en train de nager, bouffer du raisin, faire du sport. Tu te doutes bien que ça va pas faire que du sport, alors ça peut être considéré comme du sport, dans pas très longtemps. Alors, malheureusement, plus les années passent, plus l'essence divine de ses habitants s'estompe et plus la nature humaine prend le dessus. Donc là, si t'as compris, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les trucs très catholiques, comme on dit. Et les hommes, contrairement à Dieu, sont faillibles. Orgueil, violence, ça veut tout dominer, tout ça. Zeus, pas très content de voir les mecs devenir cons comme des chaises, décide de les punir en balançant un raz-de-marée géant qui va avoir pour effet d'enfouir l'Atlantide et de la perdre à tout jamais. Alors, 2 secondes, mais un dieu qui décide de balancer de la flotte parce qu'il n'est pas content des humains, coucou Noé déjà, et nous on a la même chose en Bretagne, on a la cité 10. Alors, petit mot, petite dédicace là, ou petit conseil aux mecs qui écrivent ces histoires, arrêtez de vous pomper. Arrêtez de vous pomper parce qu'au bout d'un moment ça finit par se voir. Voilà. Là je vous ai fait le résumé en mode gros barbare, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une morale. Mais cette morale est donnée avec élégance et elle te fait réfléchir plutôt que te faire te braquer. Et là, si depuis tout à l'heure tu me demandes quel est le putain de rapport avec les comics, à partir de là, normalement, tu vois où je veux en venir. J'ai vraiment aimé la façon dont Abnett Dan va utiliser l'Atlantide dans Aquaman River Storm 3. Pour la simple et bonne raison qu'il va raconter quelque chose avec. Il va la dévoiler en nous montrant ses quartiers, ses habitants, mais aussi ses travers. Elle n'apparaît plus alors comme cette cité inaccessible et mythique, mais bien comme une cité que l'on peut totalement se représenter, où on connaît les codes, une cité comme Gotham par exemple. Gotham qui est en vrai New York. On a les plans, on voit l'intérieur de la ville. On commence à rentrer dans son intimité. Et à partir de là, on peut développer. Dan se sert de la cité pour exposer ce qui ne va pas dans son propre pays, dans la réalité. En faisant ça, il passe un message sans toutefois que cela ne soit fait avec de gros sabots. Il va utiliser les créatures et personnages de ce monde pour dire ce qu'il aimerait dire du sien, sans jamais pointer du doigt ou bêtement dénoncer. Et mieux, cela est utile au récit, cela fait avancer le récit. Et donc ça, pour moi, c'est intelligent. De plus, les problèmes qu'il évoque dans le récit ne concernent pas les humains. Ce qui, je trouve, aide à faire passer une idée parce que tu ne te sens pas directement ciblé, directement attaqué. Je pense que grâce à une œuvre, tu peux développer un point de vue différent et pourquoi pas changer de mentalité. Et en ne se sentant pas directement agressé, une idée peut passer ou au moins être réfléchie. Par exemple, si tu décides de mettre un couple gay dans Star Wars en me disant moi je vais mettre un couple gay pour vous montrer à quel point je suis ouvert, bande d'homophobes que vous êtes. Si ça ne passe pas, c'est pas parce que les gens sont des homophobes, c'est parce que le message a très mal été transmis. Donc c'est pas le message d'ouverture qui passe pas, c'est comment le message est transmis. Enfin, Star Wars, c'est pas vraiment un bon exemple, parce que je me demande si ce serait vraiment très cohérent, monsieur Ryan Reynolds, de commencer à balancer des problèmes purement humains dans un univers fictif qui comporte des milliards de races différentes, des milliards de religions différentes, des milliards de sexualités différentes, de préférences sexuelles différentes, et pourquoi pas des milliards de genres différents, n'ayant pas peur des mots. Et puis il y a un autre problème aussi, si tu crées un personnage en disant qu'il est ci ou ça, pour la simple et bonne raison que tu as envie de dire qu'il est ci ou ça, et que ça n'apporte rien au récit, que ça ne rapporte rien à l'histoire, ça va avoir un double effet à la con. Déjà, ça va attirer les abrutis qui vont dire ouais, c'est de la merde, et les autres qui vont dire non, c'est trop bien, bande d'homophobes, bande de racistes, bande de tout ce que tu veux. Et en plus de ça, ça va faire des histoires plates à la con. Pourquoi ? Parce que ça ne raconte rien. Regarde Batwoman, on sait qu'elle est lesbienne parce qu'elle sort avec Montoya. Mais c'est pas qu'elle soit lesbienne qui est important, c'est justement qu'elle sort avec Montoya, qu'elle sort avec une flic, et c'est Batwoman. Et là, point de vue développement de personnage, est-ce que tu vas garder tes convictions au risque de perdre l'amour de ta vie,
et de devoir la combattre quand tu combats le crime. Parce que tu es aussi, toi, hors-la-loi. Personnellement, je trouve que d'une façon générale chez DC, on va moins te dire comment penser. Mais plutôt, voilà, ça existe. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. On t'expose le cas, et toi derrière, tu te fais ta petite réflexion. Et parfois, réfléchir, ça fait pas de mal. Alors, pour finir, on va parler 2 secondes de l'histoire d'Aquaman, qui est très bateau. En s'intéressant au film. Pareil, là, je vais relire ma petite fiche. Qu'est-ce que raconte le film Aquaman? Le film Aquaman raconte l'histoire d'un jeune homme, loin de tout, qui entendra l'appel de l'aventure. D'abord réticent, il finira par y répondre et décidera de suivre un guide qui l'amènera au fur et à mesure des péripéties à accomplir sa destinée. Alors, le nom Arthur faisant clairement référence au mythe arthurien, le trident faisant office d'Excalibur américaine, j'ai envie de te dire, tu pourrais te dire, super les mecs, ils inventent rien. Ils pompent sur Chrétien de Troyes, ils pompent sur Star Wars, sur plein de trucs, mais ils inventent rien. Alors à ça, je répondrai que ça me fait toujours un peu penser à Kubrick. Je veux dire du bien de Kubrick là. Donc, avec Stanley, Stanley nous pond des films qui sont généralement des adaptations de romans, et il va utiliser en plus des musiques de compositeurs célèbres, genre de génie. Hein. Pourquoi se faire chier? Mais c'est dans sa façon de raconter qu'il va apporter son truc. Stanley Kubrick va raconter avec ses mots. Il va utiliser le vocabulaire filmique. Et il connaît tellement bien ce vocabulaire qu'il va créer ses propres phrases. C'est très très personnel. Tu peux raconter 1000 fois la même histoire, mais tu peux changer la façon dont tu la racontes. Et le film Aquaman, c'est ça. Niveau scénario, c'est basique, c'est con, c'est la quête du héros. Donc le truc, à Hollywood, ils ont ça depuis 40 ans, et ils continuent quand même à nous pondre des merdes alors qu'ils ont une putain de méthode, enfin bref. Et donc voilà, le film a un scénario totalement débile, mais la façon dont James Wan va le mettre en scène, c'est beau, c'est fun, c'est cool, enfin, c'est trop bien, c'est magnifique. Et dedans, même si l'histoire est bateau, déjà vu, basique, classique, James Wan va en profiter pour nous faire passer des messages pareils, qui sont basiques, qu'on entend tout le temps, sauf que lui, il va très bien le faire. Il va te faire passer le message de l'acceptation de soi, le combat de la différence, comment apprendre à pardonner, comment apprendre à se surpasser, et évidemment des messages écologiques. Sauf qu'il ne va jamais le faire en dénonçant quelqu'un. C'est toujours super bien amené, et ça sert toujours le récit. Et ça, les enfants, bah c'est beau. Et voilà, la vidéo est terminée. Comme d'hab, je vais vous donner 2 conseils. Premier conseil, si vous aimez la mer, je vous conseille le film Lettre à ma mère, réalisé par Megan Moja, qui va elle aussi faire passer un message, et elle va faire passer ce message grâce à sa caméra. Donc dans ce film, vous découvrirez des surfeuses bretonnes qui vous disent pourquoi est-ce qu'elles aiment l'océan. Et c'est un très très beau film, je vous conseille. Et donc le deuxième conseil, le comics c'est très très chiant. Parfois c'est très très chiant parce que c'est beaucoup trop moralisateur. Je n'ai pas souvent dit ce mot dans cette vidéo, mais en gros il faut retenir ça, le côté moralisateur de certaines personnes. Sauf que parfois ça permet de développer un point de vue différent et de te faire réfléchir. Du coup, bah, il faut lire. Il faut lire un peu de tout en fait. Parce que si vous lisez que du comics, bon, c'est quand même la mentalité américaine, parfois ça peut être un peu chaud. Parfois, ça peut être un peu très chaud, si vous voulez mon avis. Et voilà, la vidéo est officiellement terminée. Et nous, on se donne rendez-vous au Festival de la BD d'Angoulême. Rendez-vous la semaine prochaine.